Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA, est donc sommé depuis hier, par les autorités maliennes de quitter le pays. Il est désormais persona non grata, d'après les informations qui sont parvenues à la rédaction de Foyo Média. Cette expulsion fait suite à l'affaire relative aux 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Dans une série de tweets, Olivier Salgado expliquait la situation des 49 soldats ivoiriens arrêtés donc il y a une semaine, totalement en déphasage avec la version des autorités maliennes. Eh bien, que vous inspire cette expulsion? Cet autre épisode jouera-t-elle en faveur de Bamako dans la tentative de médiation conduite par les autorités togolaises? En tout cas, c'est votre avis qui compte le plus et on vous écoute dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur votre chaîne préférée, Foyo Télévision. Vous nous suivez également sur Foyo Radio à la 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs, mais aussi sur Facebook, YouTube. Bien sûr, d'autres ont même téléchargé l'application Foyo Média sur Play Store et cela nous honore. Vous l'avez compris, nous parlons aujourd'hui de l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado. C'est du côté du Mali. Donc, depuis hier, il a 72 heures pour dégager. Eh bien, que vous inspire cette expulsion qu'on vous pose aujourd'hui? Quant à nous, on va essayer d'épiloguer un tout petit peu là-dessus avec nos invités. Ils sont deux. Tout d'abord, notre Malien, Général Issa Diawara, qui est du côté de Kati. Et bien sûr, Issa Diawara, qu'on va d'ailleurs saluer dans quelques instants, le temps d'accueillir le consultant permanent de cette émission, Jonathan Batengene. Jonathan, bonsoir. Bonsoir Bachir Mohamed Adam. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir à tous les panafricanistes convaincus, convaincants, qui sont des fidèles également de cette émission. Bonsoir à tous les inconditionnels, ceux qui depuis leur terminal, depuis leur poste récepteur ou bien depuis leur téléviseur sont en train de regarder l'émission. Bonsoir à tous les techniciens, la direction générale, les autorités de l'État du Cameroun, mais surtout les forces de sécurité et de défense qui alignent des succès remarquables en faveur de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Pour ajouter un élément, Bachir, la crypto-monnaie centrafricaine est désormais reconnue par les autorités de la BEAC. Et ça, c'est tout au crédit des analyses que les copanélistes ici et nous c'est très important en tout cas de le relever. Sur la question de la crypto-monnaie. Merci à tous les intellectuels, tous les juristes de la BEAC qui nous ont donné raison. C'est surtout ça. Savoir creuser le bon filon et pousser pour que l'Afrique avance. Le conseil d'administration de la BEAC, il faut bien rappeler, a même encouragé la Banque centrale à poursuivre les actions en faveur de l'inclusion financière et de la modernisation de ses infrastructures, ainsi à la réflexion visant à créer une monnaie numérique de la banque, pourquoi pas. En tout cas, c'est une grosse avancée. Saluons la présence de Issa Diawara depuis Kati. Bonsoir Issa. Eh bien, des petits soucis de connexion du côté de Kati. On va arranger tout cela, ce qui est sûr. Jonathan Batengene, plantons le décor, si vous le voulez bien, avec cet élément que nous propose la rédaction sur la conduite de Nguéné. La MINUSMA n'a jamais été aussi remise en cause. En l'espace de quelques semaines, la force multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali a plus brillé par ses sorties tendancieuses que par son déploiement sur le terrain. Tout est parti d'un imbroglio autour de l'arrivée douteuse de 49 militaires à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako avant de dégénérer en un véritable incident diplomatique impliquant le Mali, la Côte d'Ivoire et les Nations Unies. Alors que la Côte d'Ivoire et le Mali semblent avoir privilégié la voie diplomatique, la MINUSMA, elle, semble inexorablement s'être lancée
sur un chemin récemment emprunté par Barkhane et Takuba. Et les superstitieux, suivez mon regard, vous diront certainement que ce chemin ne mène à rien. Il ne mène à rien, d'autant plus que la force onusienne, à l'image de ses prédécesseurs, est devenue une force d'occupation qui ravive et maintient la peur, tout ceci en manipulant l'opinion publique. Oui, les faits sont têtus, mais il faut bien se soumettre à l'évidence, l'exemple d'Olivier Salgado étant une parfaite illustration. Un comportement irresponsable qui nous rappelle étrangement celui de Christophe Sivillon, expulsé dans les mêmes conditions en 2019, alors qu'il représentait la force onusienne à Kidala, au nord du Mali. La récidive étant donc l'exercice favori de la MINUSMA, le Conseil national de transition n'avait pas d'autre choix que d'employer des mesures proportionnelles à la gravité de la situation. Acteurs de la société civile, partis politiques, institutions, tous sont unanimes. L'avenir de la MINUSMA au Mali est plus que jamais incertain, bien que dans sa démarche diplomatique, le pouvoir de transition au Mali, fort de sa magnanimité légendaire, se dit prêt à maintenir le dialogue dans un esprit de solidarité, complémentarité et de respect mutuel. Voilà, merci donc à Guinée et à toute la rédaction pour cet élément qui nous permet de mieux cerner cette actualité. Très cher Jonathan Batenguini, je suis avec vous. Quelle lecture faites-vous de cet autre épisode qui s'ajoute quand même à l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés il y a près d'une dizaine de jours du côté de Bamako? Le complot est totalement éventré. Complot, dites-vous? Oui, le complot contre le Mali est éventré. D'accord. On avait pour l'instant des bribes, des soupçons. On avait des Africains même qui étaient dubitatifs, qui se disaient, est-ce que c'est vrai? Les 49 soldats sont peut-être arrêtés de manière abusive. Il s'agissait peut-être d'une mission qui a échoué. Et puis, les liens avec la MINUSMA n'étaient plus clairs parce que la MINUSMA avait dit on n'a aucun lien avec ces gens. Guterres, du moins, avait rassuré là-dessus le secrétaire général des Nations Unies. La Croix ne s'étant pas exprimée, on se disait si Guterres, la plus haute institution des Nations Unies, la plus haute autorité des Nations Unies s'est exprimée, ou du moins l'une des plus hautes, c'est que le Mali, certainement, c'est une initiative simplement du président Ouattara. Mais que non, que non. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui sort parce qu'il veut se mettre en lumière, Salgado. Il vient du monde médiatique. Il a ce réflexe de communicant qui lui revient. Surtout que certainement, il se dit, ces soldats qui sont abandonnés, c'est quand même du fait de la MINUSMA. Et il vient nous dire, non, ces gens sont des gens qui travaillent avec la MINUSMA. Comprenez ça, Bachir? Ça veut dire en fait qu'il s'agissait d'une mission clandestine des forces spéciales ivoiriennes. Ils ne sont pas de la MINUSMA, mais ils travaillent avec la MINUSMA. Justement. Oui. Mais le fait que Salgado, qui est le représentant de la MINUSMA au Mali, se soit exprimé, le porte-parole, ça montre qu'il y a un lien clair entre ces soldats ivoiriens et la MINUSMA. Ça veut dire qu'ils arrivent sous le couvert de la MINUSMA. Ça veut dire aussi que c'est une relation tellement informelle entre certains acteurs de la MINUSMA et le gouvernement ivoirien que l'on est en droit de soupçonner qu'il se passait quelque chose et que cette chose, telle que nous la voyons se dessiner, c'est une tentative de coup de force. Et ce coup de force devait avoir pour but d'éliminer les colonels de Bamako. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Parce que, nous le rappelons encore, 39 soldats de forces spéciales, il faut multiplier par 20. Le coefficient multiplicateur, c'est 20. Ça vous donne le nombre exact de soldats de l'armée régulière que vous aviez sur le sol malien. Donc, ces soldats étaient dans ce qu'on appelle les missions clandestines au niveau des forces spéciales et ils devaient se passer ils devaient avoir des identités qui ne sont pas réellement celles qui sont les leurs. Ces identités, c'est des identités de peintres, de maçons, de charpentiers, de menuisiers, de commerçants, d'étudiants. Oui. C'est des identités factices.
des identités qui ne renvoient pas à leur véritable métier, qui est le métier des armes. C'est des criminels professionnels qui normalement sont surentraînés. Ils sont entraînés au-dessus de la moyenne. C'est ça qui fait de ces hommes les forces spéciales. Oui. Et ces derniers, sur le territoire malien, avaient donc une mission qui est une mission clandestine. Parce qu'au niveau des forces spéciales, il y a des missions clandestines. C'est-à-dire des missions qui ne sont pas déclarées au niveau des autorités du pays d'accueil et qui sont passées sous silence dans le pays de départ. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsque vous regardez le courrier qui a été transmis, c'est un courrier qui est transmis au niveau des hautes autorités, le chef, le ministre de la Défense, au chef d'état-major. Et vous savez, les forces spéciales ont la particularité de n'agir que sur instruction, ou bien sur instruction du chef de l'État. C'est-à-dire, si on ne peut pas sortir les forces spéciales s'il n'y a pas une autorisation du chef de l'État. Donc, le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, a autorisé ces forces spéciales. Alors, et c'est lui qui... Non, il a autorisé. Il y a une enquête. Ils sont sortis. Oui. Non, quand ils sont sortis, il y a autorisation. Oui. C'est mécanique, Bachir. Il n'y a pas... On ne peut pas tergiverser là-dessus. Les forces spéciales dans un pays, ça ne relève pas du ministre de la Défense. Ça relève directement du président de la République. Oui. Aux États-Unis, c'est des forces qui reçoivent instruction directement de la Maison-Blanche pour agir sur un territoire. Et ils travaillent directement avec le Pentagone. Ils ne travaillent pas comme les autres, avec les autres unités, les autres détachements. Donc ici, vous avez une force qui est hautement centralisée et c'est cette force qui est utilisée sur le Mali. Ça veut dire que le président Ouattara savait qu'il y avait une couverture pour ces hommes qui arrivaient. Donc il connaissait l'entièreté du plan, il connaissait l'entièreté du complot. Monsieur Salgado a simplement vanté l'information. Il a donné les liens, le lien qu'on recherchait, le lien qu'on soupçonnait, c'est-à-dire ce lien qui existe entre les soldats ivoiriens et la MINUSMA. Oui, il existe maintenant un lien clair entre les soldats ivoiriens et la MINUSMA. Ils avaient pour but dans leur mission clandestine de se passer pour des agents d'entretien ou agents de maintien, de maintenance ou bien de sécurité des bases de la MINUSMA. Mais au fond, il y a une mission secrète qu'ils devaient réaliser. Et c'est cette mission secrète qu'ils n'ont pas encore dévoilée. Et c'est cette mission secrète que l'enquête devra nous révéler. Pour ça, il faudra que les enquêteurs maliens soient patients parce que les hommes de force spéciale ne peuvent pas vanter l'information aussi facilement. Il faudra être patient, il faudra se donner un certain temps. Ça va passer avec beaucoup de temps et on aura finalement l'information. Mais pour l'instant, on est sûr d'une chose, la couverture de ces hommes, c'était la MINUSMA. Très bien. Merci à vous pour ce jet, Jonathan Batengene. Alors, du côté de la réalisation, est-ce que nous sommes en liaison avec notre cher Issa Diawara? Issa, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci. Bonsoir aux frères et camarades Jonathan. Et bonsoir à tous ceux qui sont en train de suivre For You Media. Donc, ce premier geste est pour prendre le pouls, comprendre la vie, ou plutôt la lecture de Jonathan Batengene dans cette expulsion du porte-parole de la MINUSMA du côté du Mali. Un nouvel épisode, me direz-vous, dans cette affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés. Oui, d'ailleurs, la MINUSMA a d'ailleurs répliqué militairement. D'accord. Il y a eu 3 attaques ici. Il y a eu 3 attaques ici. Nous sommes habitués à ces choses. À chaque fois que nous avons expulsé la France ou bien nous vigène la MINUSMA, et dans les 48 heures ou 72 heures après, il y a une attaque directement sur le sol malien. Mais une attaque qui a été contenue une fois de plus. J'ai entendu que dorénavant, toutes les attaques seront repoussées par les forces armées maliennes. Et d'ailleurs, nous mettons en garde contre tous ceux qui, même les attaques qui sont en préparatifs. Il y a eu une attaque non loin de la frontière avec le Burkina. Là-bas, il y a eu des attaques. Nous avons beaucoup de blessés et peut-être quelques morts, nos martyrs qui reposent en paix. Et l'attaque au même moment que dans la localité de Kolokani aussi, il y a une attaque contre une base des forces spéciales du Mali et que les forces spéciales ont répliqué vaillamment. Il faut saluer le courage de ces jeunes. Et quelques-uns sont tombés,
mais nous avons repris le défi. Donc nous disons bravo aux forces armées maliennes. Ces commandos déguisés ne pourront rien. Vous savez, le porte-parole de la MINUSMA, oui, bon, son expulsion, moi je ne veux même pas que... c'est même la première expulsion, je crois, non. Son expulsion s'inscrit dans le cadre d'un processus. Le processus, c'est lequel c'est l'expulsion de la MINUSMA elle-même. C'est la MINUSMA qui doit être expulsée du Mali, c'est l'expulsion de la MINUSMA qui a commencé. Mais comprenez que ce n'est pas un beau matin qu'on va demander à la MINUSMA, en tout cas dans son entièreté de partir tout de suite. Il y a des mécanismes. Même pour arriver au départ de Barkhane, il y a des étapes d'abord. Ce que nous voyons, c'est carrément l'expulsion de la MINUSMA qui est en cours. Monsieur Olivier Salgado, comme d'autres vont suivre, ça j'en suis convaincu. Il y aura des contingents qui vont suivre, j'en suis convaincu. Et de sorte qu'on va arriver au prochain, en tout cas, sommet qui est censé renouveler le mandat de la MINUSMA, prouver même que la MINUSMA n'existe pas. Le plan A, c'est bien sûr l'expulsion totale de la MINUSMA. Le plan B est en train de se mêler au plan A, c'est-à-dire quoi? Le Mali est en train d'expulser toutes les forces hostiles qui composent la MINUSMA. Vous avez vu, il y a des Français qui sont en train de se faire expulser. Il y a des Ivoiriens qui venaient en mercenaires, qui ne sont jamais venus pour... qui parlent du cas de la MINUSMA. Soyez vigiles. Qui travaillent de vigile de la compagnie SAS. Compagnie SAS, c'est la compagnie sous-traitée, en tout cas par Macky Sall via son frère Aliou Sall. Donc, les militaires ivoiriens qui sont là, les forces spéciales qui ont été arrêtées, sont bien sûr des forces spéciales que M. Ouattara est en train d'utiliser pour, en tout cas, pour s'enrichir, enrichir sa famille, enrichir son clan. C'est de cela qu'il est question. C'est pourquoi nous saluons beaucoup de frères ivoiriens qui sont en train de soutenir le Mali dans ce combat. Et nous saluons beaucoup le peuple ivoirien dans sa grande majorité, soutient bien sûr les autorités du Mali. Ce n'est pas un combat entre Ivoiriens et Maliens, mais c'est un combat entre Adou, représentants de la France, opposé au Mali, bien sûr, qui représente les intérêts des peuples africains. C'est de cela qu'il est question. Donc personne ne va diffamer, personne ne va désinformer. C'est de ce combat qu'il s'agit. C'est pourquoi vous, du Cameroun, moi, du Mali, nous nous retrouvons dans ce combat. Il s'agit du combat pour la libération de l'Afrique, bien sûr, du combat contre le néocolonialisme incarné par M. Ouattara. Donc il ne peut pas instrumentaliser les peuples ivoiriens, tenter de retourner ces peuples contre les peuples maliens. Non, 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 nos peuples sont plus forts, sont au-dessus des petites tentatives que la France est en train de manigasser avec M. Ouattara. Donc ce monsieur a expulsé, sans doute il doit partir aujourd'hui. Je pense que la MINUSMA même a communiqué. La MINUSMA dit regretter, mais la MINUSMA dit avoir pris acte. Donc dans le langage diplomatique, ça veut dire ce que ça veut dire. La MINUSMA a pris acte de son expulsion, donc c'est bon. Il doit partir, mais nous, ce que nous voyons, ce que je vois à moyen terme, c'est surtout l'expulsion totale de la MINUSMA. C'est ce qui est en cours, c'est ce processus que nous avons enclenché et ça va suivre son cours normal. Donc il n'y aura rien pour perturber ce qui est en cours. Merci. Voilà, il n'y aura rien pour perturber ce qui est en cours. Jonathan Batingene, mais est-ce que cette décision ne pourrait pas jouer à contre-faveur du Mali quand elle vient juste au lendemain quand même d'une rencontre d'une importance, en tout cas d'une haute importance entre Assimi Goïta et l'émissaire de Faure Yassimbe, le ministre du C, qui est d'ailleurs allé aussi voir Alassane Dramane Ouattara dans le but d'essayer de calmer les tensions, trouver une solution pacifique à la crise actuelle? L'émissaire, vraiment, Bachir, j'ai une position là-dessus. Oui. Vraiment, laissons l'émissaire là où il est. Oui, mais justement, l'acte, quand le Mali expulse Salgado, juste après avoir reçu, après avoir donné son OK pour une médiation, est-ce que ça ne jouerait pas contre le Mali? Non, ça ne joue pas contre le Mali. Plutôt, c'est du pain béni, l'action. C'est Salgado qui est allé sur Twitter. Hein. Oui. Personne n'a attrapé Salgado à la suite d'une enquête. Non, c'est Salgado qui va sur Twitter et il se met à dénoncer les actions de l'État malien et il établit la relation entre les soldats ivoiriens et la MINUSMA. C'est lui qui dit que les soldats là, venaient faire la sécurité pour la MINUSMA. Donc, c'est Salgado qui s'est attiré des ennuis. Oui. C'est Salgado son propre problème. Alors, vous nous dites que Salgado a reconnu par là qu'effectivement, si ces soldats venaient
au Mali pour commettre un forfait, il l'aurait fait avec la bénédiction de la MINUSMA. C'est Salgado lui-même qui allait écrire ça sur Twitter. Personne ne l'a forcé, du moins lui-même ne dit pas qu'il a été forcé. Donc, Salgado s'est attiré des ennuis personnellement. Il allait écrire des choses tout seul. Vous savez, aujourd'hui, c'est quand même la génération 2.0 et c'est pas toujours avantageux. Donc, il y a des pensées qui auraient pu rester dans sa tête qu'il a extériorisées via les réseaux sociaux. Et c'est à partir de là que le ministère malien des Affaires étrangères lui écrit en lui disant: mais monsieur, vous avez 72 heures après avoir écrit tout ce que vous avez écrit là pour prouver d'abord que ce que vous dites est vrai. D'ailleurs, vous avez dit que nous avons reçu un document venant de l'État ivoirien. Si ce document existe, montrez-le nous. Une pièce à conviction, hein. C'est une pièce à charge. Dans le cas du procès contre ces militaires, c'est une pièce à charge. Parce que si la pièce n'a jamais été émise jusqu'au niveau de l'État malien, pourquoi on a dissimulé cette information? Il y a une dissimulation d'information qui cache donc quelque chose de gravissime. Et M. Salgado, qui a révélé que le dit document existait, lui-même, soit il est un complice passif de l'affaire, soit il est un complice actif, mais qui n'a pas su simplement se retenir. Mais restons sur la thèse qu'il est complice, parce que ce qu'il a dit montre qu'il est complice. Il connaît de quel document il parle. Et ce document, il faut que l'État malien tombe là-dessus, parce que c'est un document important dans le procès des 49 soldats. Et c'est un document qui serait utilisé contre la MINUSMA elle-même. C'est un document qui devrait être utilisé contre l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi cette affaire de médiation, ça ne sert à rien. La médiation, elle va venir faire quoi? S'il y a un document pareil qui a été émis et qui est un document qui n'est jamais arrivé vers les autorités maliennes, à quoi va servir le médiateur? À venir dire que non, ce document qui a été dissimulé à l'État malien, c'était une erreur de correspondance. On n'est plus à l'époque du fax. On n'est plus à l'époque où c'était les compagnies de transfert de messages via voie terrestre ou voie aérienne qui se chargent de l'affaire. Via un mail, un simple mail, on peut vous passer une information. Donc, l'État ivoirien n'a aucun élément qui le disculpe dans la situation. Dissimuler une telle information, ou du moins falsifier une telle information, c'est faire preuve, c'est montrer qu'il y avait dessous un projet lugubre. Et ça, l'État malien a eu l'opportunité de se saisir de ce dossier du bon bout. Le médiateur togolais, ce ministre, il ne devrait pas se gêner. Vraiment, s'il nous suit, qu'il reste tranquillement chez lui, qu'il s'occupe à autre chose. Certainement, le président Faure Gnassingbé a beaucoup à lui donner comme autre tâche. Même s'il ne suit pas, il a quand même une cellule d'écoute puisqu'il suit beaucoup Foyer aux médias. Tout à fait. Qu'il s'occupe. Les Maliens ont le problème du bon bout. C'est une enquête judiciaire qui va permettre de mettre la MINUSMA à terre. Actuellement, la MINUSMA a déjà signé son arrêt de mort. Cette déclaration de Salgado, c'est le pain béni pour l'État malien. Et l'État malien va exploiter au centimètre près les déclarations de M. Salgado. Très bien. Alors, avant de retourner vers Issa Diawara, que j'imagine voudra réagir sur cette même question. Issa, on a mis Jean Sakpono en attente. On va lui donner la parole rapidement. Jean Sakpono, bien le bonsoir, cher ami. Depuis les États-Unis d'Amérique, comme toujours, vous nous appelez, vous avez la parole. Bonsoir Bachir, bonsoir vos invités, Jonathan, bonsoir Issa Diawara, bonsoir technicien, bonsoir, merci pour le combat. Et d'abord, ne pensons pas que nous sommes les premiers dans cette lutte. Nous avons nos prédécesseurs, nos aïeux, qui avaient fait ce combat. Nous devons nous rappeler toujours de l'histoire, de cette résistance et de cette bataille qui est perpétuée aujourd'hui. Les choses apparaissent clairement aux yeux de tout le monde que c'est une guerre, effectivement. Depuis Béhanzin, Samori et autres, contre les occupations étrangères. Vous voyez, c'est une injustice que l'Occident met en place. Vous voyez, si nous n'arrivons pas à réaliser cela, nous allons toujours chercher à justifier qu'ils ont un intérêt. Ils n'ont aucun intérêt en Afrique. Nous devons en être conscients et dire non. Parce que ceux qui dirigent aujourd'hui nos pays africains viennent du peuple. Ils ont reçu une mauvaise information. Et c'est pourquoi ils sont manipulés et manipulables. Les quelques résistants qui apparaissent, ils sont complices pour les tuer. Mais aujourd'hui, vous voyez que partout où nous sommes sur la terre, la race noire, la race africaine,
nous sommes révoltés. Si nous qui sommes informés, vraiment, nous sommes révoltés de cette persistance de l'Occident à demeurer sur l'Afrique, sur le continent africain, en justifiant leur présence par n'importe quoi. Nous devons en être conscients. C'est pour cela que nous encourageons les Maliens. Ils le savent. D'ailleurs, leur ministre des Affaires étrangères l'avait dit que ce n'est pas l'ONU qui doit leur enseigner les droits des hommes, les droits de l'homme. Parce qu'il s'est référé à une histoire de son pays, ou bien de son empire, d'où il vient. Nous devons nous ressourcer, effectivement, que nous avons nos aïeux derrière nous qui nous disent avancer au large. Aujourd'hui, ce voile-là que l'Occident avait mis sur le continent africain se déchire et doit se déchirer complètement. Tout Africain doit être inspiré de cette lutte pour libérer l'espace africain, pour redonner la vie au monde. Nous n'avons jamais attaqué les autres pays, mais c'est eux, les barbares, qui ont immigré en Amérique ici, qui ont formé une armée terroriste pour terroriser le monde entier. C'est eux, toujours. Et nous ne devons pas tergiverser devant ce genre d'action. Nous encourageons les Maliens et tous ceux-là qui ont la volonté, effectivement, que l'Afrique soit libre, de ne pas avoir peur. La France sera dévoilée et elle sera jugée. Nous allons juger la France. Si nous ne le faisons pas maintenant, nos enfants, nos petits-enfants vont juger la France et leurs alliés. Ça, c'est clair. Ils ont leurs rêves, toujours. Ils continuent toujours par miser sur le golfe de Guinée. Deviendra leur secours. Et ils font tout. Ils organisent tout autour de ce golfe-là. Ils veulent avoir le Mali dans leur sac. Mais non, ils ont échoué et ils vont toujours échouer. Tout ce qu'ils font en secret sera dévoilé. Tous leurs coups seront échoués. Si nous sommes en guerre, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous, cher Jean-Sac Pono, pour cette bénédiction quotidienne en tout cas. Nous retournons d'abord vers Issa Diawara, avant d'aller vers Delphin, le Malien de Gitega. Issa Diawara, alors ma question à Jonathan était de savoir, est-ce que le fait d'avoir pris une décision comme celle-là, celle d'expulser le porte-parole de la MINUSMA, au lendemain quand même d'un accord de principe sur l'ouverture d'un dialogue avec la Côte d'Ivoire, est-ce que ça ne jouera pas en défaveur du Mali? Non, même pas. Et le Mali n'attend pas grand-chose de cette médiation. Hein. Ok. J'ai dit, c'est pourquoi j'avais dit l'autre jour, peut-être, mon frère et moi, on ne s'était pas beaucoup compris. Depuis l'autre jour, je comprends. Il faut avoir la patience stratégique. En réalité, moi, je suis convaincu que le Mali gagne du temps avec cette médiation. Parce qu'il ne faut pas perdre des gens aussi qui nous accompagnent, des gens dont nous avons besoin. Quand vous êtes beaucoup sollicité, il faut faire semblant de quelque chose. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Sinon, je ne crois pas que le Mali atteigne quelque chose. D'ailleurs, le message codé que les autorités du Mali nous ont envoyé le même jour, c'est-à-dire au même, quand ils ont reçu les porte-parole, en tout cas les ministres togolais, et que c'est le ministre togolais d'abord qui a communiqué, qui a beaucoup communiqué, c'est lui qui a tweeté. Certes, il y a eu un communiqué conjoint, mais après, vous allez voir, quelques heures après le Mali, il y a le procureur qui a lancé une procédure. Et cette procédure, le Mali l'a beaucoup médiatisée. Donc ça, il faut comprendre cela comme un signal. Et quelques jours après, voire même un jour ou 2 jours après, le Mali expulse le porte-parole de la MINUSMA qui est un Français. Et tout le monde sait que c'est ce monsieur qui était en train de coacher les ados et le reste de la bande de la France-Afrique ici en Afrique de l'Ouest. Donc en faisant de tels trucs, ça montre qu'en réalité le Mali ne tape pas beaucoup sur cette médiation. Est-ce que le Mali est à son premier coup? Je ne pense pas. Même quand on était encore sous toutes les sanctions financières de la CEDEAO, n'oubliez pas que le Mali avait gagné du temps dans certaines discussions. Avec surtout, n'oubliez pas, le Mali a eu tout son temps de se préparer à autre chose, d'expulser Barkhane, se retirer du G5 Sahel. Le Mali a profité des moments de bruit avec la CEDEAO pour exécuter beaucoup de choses. Et je pense que la même chose qui se répète, c'est le même logiciel que le Mali est en train d'utiliser. Peut-être que le Mali a innové le logiciel. Le Mali va profiter de ce moment de bruit pendant que le professeur Dissé est en train de faire ses voyages. Et Goulak Jonathan aussi est arrivé ici à Bamako. Et peut-être, je ne sais pas si vous avez cette information, le Goodluck Jonathan est arrivé à Bamako. Donc pendant que ces médiateurs font des allers-retours, je crois que le Mali est en train de faire autre chose. Faites attention, vous avez affaire à des militaires de forces spéciales
qui savent comment distraire des gens, qui savent comment gagner un combat. C'est surtout cela que je vois. Ils sont en train d'amener leur stratégie de combat ici en politique. Quand ils tapent à gauche, quand ils sont à gauche, dites-vous qu'ils vont taper à droite. Il y a le médiateur qui va faire son voyage, ses allers-retours, mais n'empêche, ils sont en train de faire comme s'il n'y avait pas un médiateur. Donc cela va avec son sens. Et il faut peut-être suivre ces gens-là pendant longtemps pour comprendre leurs agissements, ce qu'ils sont en train de poser comme fait et geste. Monsieur Bachir, ce qui va... le problème, ce n'est pas l'expulsion du porte-parole de l'administration ou des problèmes avec Ado. Ce que nous visons, c'est la libération totale de l'Afrique. Voilà, nous n'allons pas nous laisser distraire. Le combat que nous sommes en train de porter, c'est la libération totale de l'Afrique. C'est pourquoi vous, M. Bachir, Jonathan, moi, Delphin, mon frère qui vient d'appeler, nous nous retrouvons autour de quoi? C'est bien sûr pour la libération de l'Afrique. Et rien ne doit nous distraire de cela. Les Adola jouent au trouble fait. Or, nous avons un agenda, nous avons une feuille de route. Nous savons comment libérer l'Afrique. Nous avons dit que le Mali est un pays pilote. À partir du Mali, les autres pays, là, ça va aller très rapidement. Ils veulent faire casser ce qui se passe au Mali, mais est-ce qu'ils vont réussir? Je ne crois pas, parce que le peuple malien a adhéré au combat. Autrefois, en Afrique, la difficulté, c'était quoi? C'est que vous avez des dirigeants qui étaient éclairés, des dirigeants qui étaient en avance sur leur peuple. Donc, des dirigeants qui n'étaient pas suivis. Les Lumumba et autres n'avaient pas été suivis par le peuple. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Aujourd'hui, au Mali, ce sont les dirigeants qui suivent le peuple. C'est le peuple qui porte le combat. D'ailleurs, les autorités du Mali ne peuvent même pas faire autrement. Donc, toute personne voulant s'apprendre à ces autorités, c'est qu'elle sera vomi. Personne ne va l'accepter. C'est la majorité des Maliens qui portent aujourd'hui ce combat. Et regardez, l'Occident parle chaque fois de la route de soie. La route de soie de la Chine. La voie du commerce à partir de laquelle la Chine veut rallier beaucoup de pays. Mais l'Occident a beaucoup de routes. Il y a eu des routes d'esclavage, il y a eu la route de la colonisation. Maintenant, il y a beaucoup de routes pour exploiter l'Afrique. Et j'ai dit, je le répète, je l'ai dit sur une chaîne concert, j'ai dit que ce qui se passe au Mali, c'est la guerre pour le contrôle de la route d'exportation des richesses de l'Afrique. C'est de cela qu'il est question. L'administration et autres, là, ce sont des forces qui viennent sécuriser la route tout simplement. La route de quoi? Parce que regardez l'Occident, qui se dit développé, qui se dit riche, qui se dit développé à tel point de nous soumettre, nous, à des papiers, à des cartes de séjour et autres. Mais pourtant, cet Occident, pour faire fonctionner ces idées, l'Occident a besoin de l'Afrique. L'Occident n'a même pas du coton. Même ce que nous portons là, que l'Occident fabrique là, mais tout provient d'ici, c'est nous qui avons les matières premières. Mais puisque nous avons les matières premières et que l'Occident est en train de transformer ces matières premières, donc sans nous, l'Occident va cesser de transformer. Or, si l'Occident cesse de se transformer, vu que leurs populations ne sont pas habituées à certains traits de vie, donc chez eux là-bas, c'est le soulèvement. Les gens vont envahir la rue, ils vont tomber. Ce qu'ils veulent faire à Rissou, ce qu'ils ont tenté au Mali ou contre l'Irak, c'est bien sûr, c'est leur population qui ne peut pas supporter. Mais nous autres, nous supportons tout, nous vivons avec tout. Donc l'Occident, bien sûr, ne veut pas cesser d'exister. Je l'ai dit, je le répète. Nous, notre développement, c'est le déclin de l'Occident. L'Afrique ne va jamais se développer au même moment que l'Occident. Il n'y aura jamais une Afrique développée avec un Occident développé. Ça ne va jamais exister. Donc l'Occident est en train de lutter pour sa survie. L'Occident veut sécuriser sa route pour continuer de piller les matières premières. Et le Mali aujourd'hui est en train de couper cette route. Parce que sans le Mali, l'Occident est obligé de vouloir passer par l'Algérie, ça va. Là, il a toutes les difficultés du monde. Donc le Mali est bien sûr assis sur une route clé de l'Occident, depuis l'Afrique centrale jusqu'en Afrique de l'Ouest. C'est de cela qu'il est question. Comment l'Occident voit l'Afrique comme un réservoir de matières premières, M. Bachir. Et nous autres Africains, nous autres Noirs, nous disons que nous allons cesser d'être un réservoir de matières premières parce que nous-mêmes, nous avons besoin de nos biens. Vous savez, j'en veux pas beaucoup aux voleurs qui me volent. Je m'en vais de ne pas compris que je suis en train de me faire voler. Je m'en vais souvent d'avoir compris que je suis en train de me faire voler, mais de ne rien faire pour empêcher, pour faire cesser, en tout cas, ces vols. C'est de cela qu'il est question. Beaucoup des dirigeants africains, Macky Sall allait dire à Poutine qu'ils sont sous pression. Mais c'est une honte. Vous comprenez qu'on est en train de vous voler, on est en train de vous piller. Vous acceptez cela parce que vous vous dites sous pression. Sous pression de qui? On ne vit pas deux fois, on vit une seule fois.
Même si vous vivez 1000 ans là, vous allez mourir un jour. Un jour, vous allez vous retrouver sous terre. Sous pression de qui? Sous pression du voleur? Mais ça, c'est très grave. Il faut être sous pression des peuples africains, contrairement à la pression occidentale. C'est de cela qu'il est question. Et ce matin, pas plus que ce matin, j'en parlais, que l'Occident a fait doter les pays africains des textes qui sont néocoloniaux. C'est-à-dire quoi? Des textes qui garantissent les intérêts de l'Occident. Vous faites dans n'importe quel pays d'Afrique, vous prenez le pouvoir pour le bien-être de votre peuple, on vous traite de putschistes. On dit que vous avez fait un coup d'État. Mais si vous prenez le pouvoir pour faire plaisir à l'Occident, on ne va jamais vous traiter, on ne va jamais dire que vous avez fait un coup d'État. Au Tchad, la France ne parle même pas de coup d'État. Macron est allé même là-bas, introniser ses présidents. Tout simplement parce que lui continue de garantir les intérêts occidentaux. Mais au Mali, on parle de coup d'État parce que le Mali est en train de fermer les robinets des Occidentaux. Là, on parle de coup d'État. Donc nous, Africains, nous avons notre définition de coup d'État. Tous les présidents, même si tu viens par la voie des urnes, parce que la voie des urnes ne permet jamais à un patriote africain d'accéder au pouvoir. En tout cas, pas en Afrique subsaharienne. Quelle personne ne s'élève. Tous les instruments mis en place ne permettent qu'aux pions des Occidentaux d'accéder au pouvoir. Comment développer les outils pour amener les patriotes africains au pouvoir, pour amener les panafricains au pouvoir? C'est de cela qu'il est question. C'est de ce combat qu'il s'agit. Sur les trucs là, MINUSMA et autres, on peut en parler, mais nous sommes dans un processus. Nous tenons à la libération de l'Afrique et l'Occident tient à sa survie. C'est ce combat de David contre Goliath que nous sommes en train de mener. Et Dieu est de notre côté, force est de notre côté, la victoire sera la nôtre. Merci. Merci Issa Diawara et Jonathan qui disait il mérite un grand bravo ce Issa. Alors donnons d'abord la parole à Delphin, notre Malien de Bujumbura qui est en attente. Delphin, bien le bonsoir cher ami, vous avez la parole. Bonsoir mon cher frère. Donc je salue l'ensemble des invités. Mon cher frère Issa, j'ai apprécié le clin d'œil, sans oublier bien sûr le consultant permanent. Eh bien, l'essentiel a été dit. Je vais quant à moi appuyer sur 2 points essentiels. Évidemment, ce n'est pas le Malien de Bujumbura qui va s'élever contre le renvoi de ce tocard, permettez-moi le terme, qui s'appelle Monsieur Salgado. Je rappelle ici que le Burundi a définitivement fermé les bureaux onusiens du côté de Gitega. Il n'y a plus aucun, soi-disant, démocrate estampillé de la marque Nations Unies qui peut se permettre de dire quoi que ce soit ou n'importe quoi sur le sol des Abarundi. Donc, oui, moi-même, je m'inscris dans une lutte sur le long terme. C'est non négociable. Sur le long terme, il ne doit plus rester de troupes non africaines sur les terres africaines. J'apprécie l'approche qui consisterait à faire remplacer les domestiques de la MINUSMA par des troupes aguerries et résolument africaines. Je pense notamment aux troupes algériennes, aux troupes nigériennes, aux troupes camerounaises. Pourquoi pas les troupes aussi burundaises? Je sais que pour être plus ou moins proche de certains militaires burundais, je sais que dans l'appareil militaro-politique burundais, si Bamako sollicite certaines forces, nous pouvons tout à fait intervenir auprès de nos frères. Nous sommes en Centrafrique, en Somalie. Je ne vois pas ce qui nous empêcherait d'aller du côté du Mali. Maintenant, en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, nous avons épuisé, j'allais dire, le recours diplomatique. Il se trouve que M. Salgado jouit du parapluie diplomatique, donc nous ne pouvons pas l'inquiéter plus qu'il l'a été jusqu'à présent. Mais son départ du sol malien est non négociable parce que ce sera une de ces victoires d'étape qui seront en notre faveur, nous, les panafricanistes. C'est à partir de là que nous allons maintenir la pression sur le nain géopolitique que désormais je n'ai plus besoin de nommer puisque tout le monde sait de qui je parle, mais aussi sur les domestiques de maison comme Ouattara ou Bazoum. Donc, dans cette optique, nous ne devons pas baisser la garde. Il faut que, à l'avenir, soit à Bruxelles ou à Washington, chaque personne qui se hasarderait à bavarder contre nous
se rappelle de ce que nous sommes en train d'infliger à M. Salgado. Et une fois que cela sera fait, eh bien, nous allons consolider les alliances que nous avons déjà nouées dans la sous-région, avec l'Algérie notamment, pour pour nous concentrer sur le départ qui reste notre objectif premier de toutes ces troupes non désirées sur nos sols. Je veux que le Mali, d'ici quelques années, ressemble à l'Algérie, au Burundi, où il n'y a que des forces militaires et policières locales. Donc, je vais m'arrêter ici et laisser la parole à d'autres. For You Media, une fois de plus, allons de l'avant. Allons de l'avant, merci en tout cas, cher Delphin, depuis Gitega, au Burundi. Eh bien, nous restons au téléphone. D'accord, nous avons deux appels. Zerfel d'Allemagne, Madame Cissé de Côte d'Ivoire. Commençons par Zerfel. Zerfel, bonsoir. Ok, bonsoir Bachi, bonsoir Jonathan, bonsoir à tous les Africains qui appellent sur la TV For You. Bon, moi je vais dire tout simplement parce qu'il y a deux personnes qui me gênent dans cette affaire du Mali. Le président togolais et puis son ministre des Affaires étrangères et puis ce porte-parole de choses, comme on dirait, se disant l'ONU. Ces deux personnalités, c'est-à-dire que ceux-là, ils arrivent d'abord, je parle de porte-parole disons, de cette merde-là, ils pensent que quand ils arrivent sur un territoire, parce qu'ils voient des choses, une peau noire, donc cette peau noire, elle sera dominée par une peau blanche. Non, c'est pas ça. Devant Dieu, nous sommes égaux. Tout simplement, c'est la couleur qui change. Nous avons les mêmes, les réflexions. On a été dans les mêmes écoles que vous. Alors ne venez pas et nous imposer vos merdes de loi. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays, c'est-à-dire que ce pays est acquis. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent des gens qui vivent dans ce pays-là. Mais pour cette fois-ci, c'est-à-dire qu'ils sont tombés quelque part où la libération de l'Afrique s'annonce. Jusqu'à présent, ils ne sont pas... C'est-à-dire que pour moi, ils sont encore dans les nuages. Ils pensent que ce n'est pas encore la réalité. Or que c'est la réalité qui est devant eux. Ils n'auront plus le pouvoir sur les Africains à partir de maintenant. Parce que n'importe qui va venir en Afrique, où se trouvent les richesses des Africains, et qui va s'imposer sa loi de merde, il va retourner où il est quitté. C'est ça que les Maliens sont en train de nous montrer, step by step. Tu vois. Donc moi, je suis d'accord avec les autorités de ce pays-là, le Mali. Ça, je suis d'accord avec eux. Ils n'ont qu'à continuer dans ce sens. De ne pas s'embrouiller, de ne même pas marcher. Et ce ministre des Affaires étrangères qui dit, tu viens voir le Malien et toi, tu t'en vas voir Alassane. Mais si Alassane, s'il était quelqu'un qui avait vraiment, l'amour de ce continent-là, il n'avait pas envoyé des mercenaires et dans votre pays. Je ne sais pas comment vous avez choisi ce président togolais-là. Parce que vraiment, quand j'entends ce nom-là, même, il m'énerve. Parce que voici un petit pays qui est là, qui veut jouer au grand aussi. Alors lui, il a des prisonniers chez lui là-bas. Il ne s'occupe pas d'eux. N'importe qui va, je dis n'importe qui. Un politicien va se lever aujourd'hui au Togo. Même ceux qui sont à l'extérieur, ils ont peur même des choses d'appeler sur leur pays pour faire des critiques. Parce qu'ils disent que quand en faisant des critiques, ils vont arrêter leurs parents là-bas. C'est pourquoi, quand il y a un problème sur le Togo, ils ne parlent pas. Parce que moi, j'ai des amis togolais ici, je parle avec eux tous les jours. C'est pas quelque chose que je dis comme ça. Donc, aujourd'hui, ce monsieur-là, qui met des gens en prison, n'importe comment, parce que lui, il veut conserver le pouvoir comme son père, alors lui, il vient aussi, les Maliens, je ne sais pas c'est qui ont vu à ce monsieur-là. À ce monsieur, je ne sais pas. Et son ministre des Affaires étrangères, qu'ils ont envoyé à Alassane, et c'est comment dirais-je, ce que j'ai lu, lui, Alassane qui accuse, comment dirais-je, que ce sont les Maliens qui ont demandé des excuses à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Parce que c'est la Côte d'Ivoire. Mais je suis ivoirien, mais ce que ce monsieur-là est en train de faire, moi, je vous demande toujours, les Maliens, tant que ces 49 personnes, ces mercenaires, s'ils ne vous disent pas la vérité, qui les envoie là-bas, ils vont rester dans le désert. Et c'est là-bas,
on va les enterrer. Ça, c'est la moindre des choses. Merci infiniment, chers Zerfel. N'ayez pas peur de ça. Très bien. C'est la moindre des choses. C'est là où nous reprenons la parole. Merci infiniment, très cher Zerfel, pour la contribution. Nous restons tout de même convaincus que la médiation pourrait servir à quelque chose. En tout cas, on comprend bien la position de notre ami Zerfel. Madame Sissi, bonsoir, chère dame. Oui, bonsoir. Bonsoir Bachir et bonsoir Batengene, bonsoir notre frère Diawara. Oui. Batengene, vous avez relevé quelque chose qui est très important. Dites au président Assimi Goïta que cette médiation de Togolais là, ça ne fera que desservir au Mali. Ça ne nous apportera rien. Parce que vous ne pouvez pas en même temps saisir la justice malienne et puis en même temps aller saisir aussi la médiation, demander la médiation du Togo, ça n'apportera rien. Maintenant, nous nous sommes levés ce matin, on a appris qu'il y avait plusieurs attaques sur des camps maliens. Ça a été fait en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de... C'est pas nouveau en fait. Ce que je veux dire au président malien, c'est que, en fait, c'est la victoire de cette MINUSMA, la victoire de l'Occident qui est consommée. Hein. Ils ont été démasqués. On a vu qui ils sont. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est, comment on appelle ça? Ils agissent, ils vont agir jusqu'à dans leur dernier retranchement. Comme on dit en Côte d'Ivoire, Kabibon, on n'a pas peur de couteau. Ils le feront. Donc, président malien, je ne sais pas s'il y a déjà un coup-feu, mais en Côte d'Ivoire, quand c'était ainsi, ils ont commencé à attaquer les marchés, les supermarchés, et puis, bon, je vais dire de faire un peu attention aux mosquées, parce qu'ils sont perdus. Et ils n'ont pas d'autre solution. Et puis, je vais profiter pour demander aussi à notre frère Diawara, je sais que peut-être qu'ils l'ont déjà fait, de saisir aussi la population malienne, d'aller même dans les confins, demander aux gens que chacun soit le gendarme de l'autre. Parce que c'est comme ça ils ont procédé. Guérilla urbaine, vous sortez le matin, on mène une attaque quelque part là-bas, il y a des morts. Et c'était ainsi, et la population était dans la terreur en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'ils vont faire. Parce que Draman, c'est comme ça que Draman a procédé. Et c'est lui qui est là. Et ça va continuer. Maintenant, merci encore au président malien d'avoir chassé cet imposteur-là, ce Delgado. Vous voyez, là, il n'y a rien de nouveau. Hein. En Côte d'Ivoire, c'était Choi. Choi, vous avez vu de quoi il a été capable. C'était du terrorisme, du banditisme. En fait, moi, je me pose la question de savoir si les dirigeants de l'ONU ne sont pas payés juste pour écumer peut-être les boîtes de nuit, les restaurants dans les pays où ils viennent. Et finalement aussi, ils posent un problème social parce qu'ils font des enfants sans père. Parce que quand la mission finit, ils s'en vont et ça pose un problème au pays qui est là. En Côte d'Ivoire, ils ont laissé des enfants sans père, comme on appelle des apatrides. Et ça pose un problème de sécurité, un problème social. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ceux-là? Donc vraiment, pour le moment, le Mali tient le bon bout. Et comme l'a dit Diawara, cette guerre, la victoire, elle est notre. La victoire est notre. Maintenant, Assimi Goïta, moi, je ne vais plus entendre qu'on est en train de comment on appelle, on va faire une médiation. C'est un militaire, là. On ne doit même plus entendre parler d'eux. Il ne veut pas libérer les militaires en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas les libérer au Mali aussi. Et un de nos frères disait comme ça, il faut un procès public. Il faut un procès public. Ils vont nous dire qui les a emmenés, qui les a armés, qui les a financés, pour qu'ils agissent, qui sont les commanditaires. Merci Bachir. Merci, chère dame Sissé. Je reviens au plateau avant de retourner vers nos appelants. Jonathan Batengene, je voudrais regarder un tout petit peu mon bord. Alors, 2019, le patron de la MINUSMA, Christophe Silion, il est donc expulsé. Début 2022, c'est la force Barkhane à qui on a demandé de plier bagages. Ensuite, c'est l'ambassadeur de France que les autorités maliennes ont mis dehors également. Le 14 juillet, il y a quelques jours, on met un stop à la rotation des effectifs de la MINUSMA sur le territoire. Le 20 juillet, c'est le porte-parole de la MINUSMA qui est persona non grata. Et bien sûr, tout ceci, est-ce qu'il faut voir ceci comme une victoire des autorités maliennes ou alors d'autres fronts ouverts qui pourraient avoir des retours? Merci, monsieur. Merci, Bachir. C'est un rappel qui mérite d'être fait. Parce que c'est aussi les étapes de succès qui ont été parcourues. Oui.
Ah, les étapes de succès. Oui, c'est des étapes de succès qui ont été parcourues. On a renvoyé comme un malpropre cet ambassadeur qui était très insolent déjà et qui se mêlait un peu de tous les dossiers au Mali, qui était devenu plus un agent de renseignement avec toute une plateforme de déstabilisation du Mali qui s'était constituée. Le représentant de la CEDEAO, c'est bien d'être revenu. Vous l'avez oublié celui-là. Oui, tout à fait. Je l'avais oublié. Le représentant de la CEDEAO, lui également, il a été renvoyé parce que lui, il convoquait même les opposants les plus irrédentistes. Il s'entretenait avec eux pour discréditer la transition. On l'a renvoyé chez lui. Barkhane, il faisait pas son travail. Elle n'a pas fait son travail. Elle se préoccupait plus de fabriquer des groupes terroristes. Le IGS et le GSIM, c'est Barkhane. On leur a dit, vous également, il faut dégager. Maintenant, la MINUSMA, son mandat était d'abord un mandat provocateur. On disait aux Nations Unies lors de la réunion du 3 juillet dernier que la MINUSMA pouvait désormais elle-même se prévaloir des zones d'inspection, elle pouvait définir ses itinéraires, elle pouvait elle seule agir au Mali, comme si c'était la cour du roi Péto. L'ambassadeur du Mali aux Nations Unies leur a répété, c'est impossible d'agir ainsi, c'est contraire aux textes des Nations Unies, c'est contraire à tous les textes qui garantissent les missions des Nations Unies. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et le Mali a tout fait pour amener ce genre sur le droit. Maintenant, la limitation, ça fait simplement suite à ce que l'opération de la MINUSMA se révèle être une opération capable d'embarquer avec elle des acteurs hostiles, dangereux pour la sécurité des Maliens. Donc, les Maliens se retrouvent obligés de stopper d'abord le renouvellement des contingents. Et demain, les Maliens sont en droit de demander la suspension de la MINUSMA, c'est-à-dire la suspension de la mission et peut-être même le remplacement des forces de la mission si jamais il fallait aller à une renégociation avec les Nations Unies. Le Mali est en train de progresser étape après étape vers le succès. Mais comme on dit, c'est des victoires d'étape. Nous ne pouvons pas les ressasser tout le temps parce que ça doit donner l'impression qu'on a trop avancé. Oui. On n'est jamais fatigué d'avancer. Nous sommes très fiers de tout ce qui est fait, mais nous disons une chose aux autorités maliennes. Le combat actuel, il faut que la MINUSMA soit, les effectifs soient changés, constitués essentiellement de pays amicaux, parce que c'est devenu comme ça le monde. Les États-Unis nous ont appris que c'est comme ça. Désormais, chacun marche avec ses amis. Ils ont dit que les Russes, il faut être maintenant russophobe, c'est la mode. Les Ukrainiens ne peuvent plus rien faire avec les Russes. Les Russes sont traqués dans les rues européennes. Les Maliens sont les amis des Russes. Les Maliens sont les amis des Africains, sont les frères des autres Africains. Alors, les Maliens parmi les Africains savent qui sont les endocolons. La Côte d'Ivoire actuelle, nous n'avons rien contre nos frères citoyens. Vous avez suivi Madame Cissé tout à l'heure. Oui. Elle était tout à fait d'accord avec notre frère Diawara. Oui, si c'est Madame Cissé qui dirige la Côte d'Ivoire, oui, nous acceptons les soldats ivoiriens. Mais tant que c'est Ouattara, d'ailleurs les mercenaires, ils sont ivoiriens. C'est M. Ouattara qui les a emmenés là-bas. Donc, tant que c'est Ouattara, il est un endocolon, on ne peut pas accepter. Donc, tous les pays, si c'est le Ghana, on n'accepte pas. Le Nigeria, on n'accepte pas. Parce que ces pays sont susceptibles de contribuer à la déstabilisation du Mali. Le Mali doit donc réfléchir à constituer, à proposer une constitution de force rien que de pays amis. Cameroun, Burundi, Éthiopie, Algérie, Mauritanie. D'autres pays, éventuellement, s'il y a d'autres pays amis qui se dégagent là. Mais voilà, pour ma part, c'est un pays qui sont crédibles pour aller aider le Mali à lutter contre les terroristes. Et ces pays ont une expérience. Les Algériens ont éradiqué le terrorisme sur leur terre. Vous vous souvenez de Mokhtar Belmokhtar? Il a fui pour aller au Mali parce qu'il n'était plus en sécurité en Algérie. Oui. Il est allé se cacher un moment à Ouagadougou parce que là-bas, il y avait quand même le parrain de la mafia, le grand parrain Compaoré. Il est maintenant que Compaoré n'est plus là, il est revenu au Mali et puis c'est là où il a trouvé la mort. Donc, les Algériens ont une expérience avérée. Les Camerounais ont une expérience avérée. Nos frères tchadiens auraient pu être crédibles. Sauf qu'actuellement, le Tchad vit sur une incertitude terrible. Donc, pour l'instant, en attendant que les Tchadiens stabilisent leur situation, il faudra prendre les pays sur lesquels on peut compter. Le Cameroun,
notre bataillon d'intervention rapide et d'autres forces de l'armée camerounaise ont l'expérience du combat asymétrique et savent se battre sur les deux terrains, terrain forestier et les terrains sahéliens. Donc, c'est des terrains qui ne leur sont pas étrangers. Ils peuvent également aller servir là-bas. Nos frères burundais, juste d'une expérience avérée en matière de guerre, ils ont affronté des rebelles qui étaient féroces et ils ont réussi à mettre ces rébellions en néant. Donc, ils peuvent apporter leur expérience à nos frères maliens. Tous ces pays-là, les Éthiopiens, ils sortent d'une victoire écrasante contre les forces du Tigré qui étaient soutenues par les États-Unis. Et c'est bien parce que les terroristes seront bientôt épaulés par les États-Unis. Donc, on aura besoin des Éthiopiens qui ont cette expérience de combat. Tous ces pays-là peuvent constituer une force qui est une véritable force de soutien aux FAMA. C'est ce dont les FAMA ont besoin actuellement, une force de pays amis. Les pays hostiles en Afrique, le Mali n'en a plus besoin sur son territoire. Merci Jonathan Batengene. En tout cas, c'est une manière pour vous de rappeler la nécessité d'une force africaine dans le sens de l'unité et pour la défense des intérêts des Africains. Merci très cher. Eh bien, donnons une fois de plus la parole à notre ami Issa Diawara, qui est d'ailleurs très sollicité au cours de cette émission. Issa, je vois beaucoup de commentaires qui vont quand même dans le sens de saluer vos analyses ce soir, qui réconfortent quand même certains Africains. Et quand vous dites que les généraux de Bamako sont dans la stratégie, et les colonels, que dis-je, de Bamako sont dans la stratégie, ils savent effectivement ce qu'ils font. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions en rapport avec ces 49 soldats incarcérés du côté de Bamako depuis la déclaration du procureur qui a ouvert une enquête? Non, il n'y a pas une évolution. L'affaire suit son cours. Je vous ai dit, il faut voir ce que le Mali aura à partir de ces 49 mercenaires. Ces 49 mercenaires, je ne vois pas meilleur cadeau que le Mali pourrait avoir. Ces 49 mercenaires nous permettent de régler à la fois les cas de la France, les cas Ado, les cas de la MINUSMA. Depuis le début de cette transition, on n'a jamais eu telle occasion, quoi. Donc les 49 mercenaires, vraiment, je dis merci. Et je pense que il faut que les gens aient confiance au colonel Goïta. Peut-être ils ne sont pas bavards, mais moi, je me permets d'essayer de lire un peu dans leurs pensées. Je peux me tromper dans mes analyses, mais moi, j'essaie un peu d'interpréter ce qui se passe. Et je comprends que même si venait à libérer ces 49 mercenaires, ils seront en mission commando. Ça, je ne dirais pas plus, mais ils seront en mission commando. Ce n'est pas à exclure, ce sont des militaires très bien entraînés ici. Et ce sont des gens qui sont venus des champs de bataille pour prendre le pouvoir. Donc, ils savent, beaucoup comprennent ce que je suis en train de dire. Puisque nous sommes entre Africains, nous sommes très intelligents aussi. Nous n'allons pas trop dévoiler la stratégie aussi à l'autre camp. Puisque là, nous nous forçons à dire beaucoup de choses sur les médias. Et mon frère Jonathan a parlé d'une alliance militaire forte. Et tout le temps, nous avons dit cela. Je crois, Delphin, moi et d'autres, nous avons parlé de cela. Il faut des alliances. Il faut des alliances africaines. Longtemps, nous avons adhéré à des alliances qui ont été établies sans nous. Or, on dit tout ce qui vous concerne et qui est établi sans vous, c'est contre vous. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas aux autres de créer des institutions et nous partons y adhérer comme, je ne sais pas, à du bétail. Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons prendre les initiatives, en tout cas de nos institutions, et nationales, sous-régionales et régionales. Nous devons être à l'initiative parce qu'il s'agit de nous. C'est pour nous. Ce n'est pas à l'Occident de nous amener des trucs, des ONG ou autres, appeler l'autre, je ne sais pas, Médecins sans frontières ou quoi. Nous, on continue de mourir des palais et autres là. Et c'est Santé qui fabrique les traitements des palais là-bas. On continue à nous intoxiquer ici. Ce ne sont pas à eux de développer des outils pour nous. Nous devons être à l'initiative. Nous avons tellement de gens, les malades de l'Afrique, ce sont des doctorants aussi là. Des gens qui se disent qu'ils ont des gros diplômes là-bas. Je ne parle pas de tout le monde, mais de la majorité. Le grand nombre. Des gens que nous, en tout cas, des gens qui se disent grands intellectuels de l'Afrique. Puisque ceux qui parlent bien français, ou je ne sais pas, anglais, se disent intellectuels. Mais Bachir, moi je peux apprendre à parler l'espagnol, mais ça ne fait pas de moi un homme plus intelligent que vous. Apprendre la langue étrangère, à quoi cela peut faire d'un homme un intellectuel et lui donner tous les droits de décider de l'avenir d'une cité? Mais ce n'est pas comme ça. C'est là la grosse erreur de l'Afrique. Les outils mis à disposition de l'Afrique sont des outils qui nous maintiennent, en tout cas dans le sous-développement, dans la misère, des outils qui font de nous artificiellement des pauvres.
Or, naturellement, nous sommes riches. Dieu nous a tout donné. La nature nous a tout donné. Mais artificiellement, par des outils qui ont été mis en place, nous sommes pauvres. Et Jonathan a parlé de l'alliance militaire que j'ai beaucoup apprécié. Et je suis d'ailleurs un grand fan des birs du Cameroun. Et vos birs, là, je les apprécie. Parce que je les assimile à une unité spéciale au Mali, des forces spéciales, qu'on appelle ici Forçat. Ils ont les mêmes ténacités de combat. C'est vous dire que ça fait longtemps que je suis le birs du Cameroun. Donc, c'est des unités que moi, j'apprécie beaucoup. Des gens que je porte dans mon cœur. Bachir comprenait que quand on se noie, c'est un proverbe français qui dit que quand on se noie, on s'accroche à tout, même au serpent. C'est ce qui arrive à l'Occident. L'Occident est en train de se noyer. L'Occident est en train de se faire prendre dans son propre piège. Puisque quand vous lisez le roman L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, le personnage Grand Royal dit quoi? Nous allons envoyer nos enfants à leur école pour apprendre à vaincre sans avoir raison. Puisque nous, Africains, nous, ce n'était pas de notre ADN d'aller nous jeter sur des peuples. Maintenant, l'Occident est venu se jeter sur nous et l'Occident a triomphé momentanément. Aujourd'hui, nous sommes en train de retourner la situation. L'Occident tente maintenant de freiner. Tout ce que l'Occident a créé est en train aujourd'hui de retourner contre lui. Ils ont créé les réseaux Internet. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous approprier pour faire le combat de la libération de l'Afrique. Tout ce qu'ils ont créé pour essayer de nous, en tout cas de nous assujettir, aujourd'hui, nous sommes en train de retourner ces choses positivement. Les télévisions hautes, les radios, RFI nous a longtemps endormis avec Africa numéro 1 haute. Aujourd'hui, nous avons créé les Afrique Média, les For You Média et d'autres chaînes panafricaines. Nous sommes en train de nous réveiller. Et ce réveil-là, l'Occident ne sait pas comment arrêter cela. C'est pourquoi tantôt ils disent que nous sommes au Mali. Nous, on quitte au Mali, nous allons nous mettre au Niger. Non, on ne sera pas au Niger, nous serons au Tchad. L'Occident ne sait même pas ce qu'il faut faire. L'Occident est traumatisé. Nous devons continuer d'enfoncer le clou. J'en veux simplement aux dirigeants africains qui, même s'ils ont compris, ne parviennent pas à se réveiller. Pourquoi? Parce qu'il faut s'inspirer du passé. Quelqu'un a parlé de nos résistants. Je rappelle qu'il y a une seule bataille, un des guerriers du Mali, Amadou Tal a perdu à peu près 12 000 hommes. 12 000 hommes, regardez dans l'armée actuelle, combien cela vaut? Ces gens-là ne sont pas tombés pour rien. Et aujourd'hui, l'Afrique doit tout simplement, il faut positiver les choses. Il faut que ces dirigeants comprennent qu'il ne s'agit pas que du Mali. Il ne s'agit pas que du Burkina ou du Cameroun. C'est l'Afrique tout entière qui est dans les viseurs de l'Occident. Nous sommes la survie de l'Occident. Il faut comprendre cela. On est au ministère, je ne sais pas quoi, et droits de l'homme ou quoi là. Tous ces outils-là sont créés pour nous maintenir dans la position actuelle et continuer de faire développer l'Occident, d'industrialiser l'Occident. Nous autres qui avons compris cela, des dirigeants africains qui comprennent cela, qu'est-ce qu'ils attendent? Leurs ancêtres se sont sacrifiés. Des gens à coups de machette qui ont affronté des Occidentaux armés avec des canons, à coups de machette, à coups de bâton. Mais nous autres, qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi nous n'allons pas nous réveiller? Que les gens arrêtent d'avoir peur. C'est que le Mali a fait ça. Nous avons montré aux yeux du monde que la France ne peut rien. Et moi, j'ai été surpris. Ça m'a fait rire quand Ado a fait un communiqué pour dire de libérer sans délai. Mais moi, ça m'a fait rire. Et il y a un proverbe bambara qui dit Mousso Kolmate Barabarani Namasai. Que la femme enceinte là, c'est pas avec une banane que tu vas l'intimider. Ça là, ça nous dit rien. Et Ado, là où nous, Macron a eu peur, c'est Ado qui nous dit libérer sans délai, qu'il vient. Ils sont toujours détenus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai une fois dit à mon frère Jonathan que militairement, aucun pays de la CEDEAO n'ose dévier le Mali. Ça, nous nous sommes préparés et ils le savent. Ils ont les informations, ils savent ce qui se passe. Ça fait plus de 10 ans que nous nous entraînons dans différentes guerres. Et ces gens-là couchés, tranquillement, tu penses qu'ils sont prêts à venir mourir ici? Qu'ils viennent? Quel est le premier temps de franchir la frontière, vous allez comprendre. Donc le Mali n'est pas la Gambie. Le Mali, ce n'est pas un pays qu'on peut intimider avec des militaires marionnettes de la CEDEAO. Nous sommes prêts, nous avons plus de 10 forces spéciales. Dites-vous le pire que vous avez au Cameroun là. Le Mali a des forces comme ça jusqu'à plus de 10. Et je peux vous en citer. Donc nous n'avons rien, nous n'avons pas peur. Les autres peut-être sont en train de miser, de dire nous sommes en train de faire des routes, des ponts. Mais les routes, les ponts là, ça ne vous appartient pas. C'est l'Occident qui est en train de vous endetter, de vous surendetter. Nous voulons d'abord avoir une armée, asseoir une dissuasion face à la France. Si la France est partie, c'est parce qu'il y a une force dissuasive. Et nous allons continuer à cultiver cela. L'Afrique doit se libérer. Coûte que coûte. Ces gens-là veulent l'Afrique tout entière.
Et nous devons comprendre d'arrêter d'assister le Mali en spectateur. Aimé Césaire l'avait dit, la vie n'est pas un spectacle. Nous sommes tous des acteurs, il faut participer au combat. Et je suis sûr que le colonel Assimi Goïta utilisera cette question des 49 militaires ivoiriens pour apporter les changements nécessaires dans beaucoup de pays africains. Beaucoup ont peur. Ils ont eu peur, ils ont assassiné Sankara. Ok. Ils ont eu peur, ils ont éliminé d'autres. Mais ils ont eu peur. La peur, ils ne vont pas échapper. Puisque le Mali a été intelligent. Le Mali s'est adossé à la Russie. Ça manquait à beaucoup de pays. Nous avons lu dans le passé ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas s'échapper de la France tant que vous ne vous adossez pas à un pays qui a un droit de veto. La Russie a un droit de veto, la Chine a un droit de veto. Nous avons besoin de ces pays qui n'ont pas un passé colonial en Afrique. Nous avons besoin de ces pays qui n'ont pas un passé impérialiste en Afrique, contrairement à la France, à l'Angleterre et aux États-Unis. Donc, chacun a son ennemi, chacun a son ami. Votre ennemi peut bien sûr être mon ami. Entre les États, il y a quelque chose d'intérêt. Et entre continents, il y a quelque chose d'intérêt. Nous, Africains, nous savons où est-ce que notre intérêt se trouve. Nous allons nous allier aux gens qui n'ont pas de passé colonial et qui ont un droit de veto. Merci. Merci, Issa Diawara. On va prendre deux derniers appelants de 2 minutes chacun. Lamine Diop tout d'abord et puis Ken du Cameroun. Lamine Diop, bonsoir, cher ami. De Foyou ainsi que votre régie technique. Bonsoir à l'ensemble des panélistes, M. Batingene, M. Diawara. Écoutez, Bachir, Bamako a raison de juger un tel personnage non grata. Et ça ne m'étonne pas, cela a toujours été comme ça à propos de ces hauts fonctionnaires onusiens et des opérations de maintien de la paix. Cependant, il faut aussi rappeler ou encore relever que cette MINUSMA intègre des opérations de maintien de la paix par procuration, comme le cas de forces non onusiennes agissant en soutien aux forces de l'ONU de façon plus ou moins officielle et qui pullulent dans cette opération de maintien de la paix onusienne au Mali. Et puis qui reflète ainsi les risques d'être trop étroitement associés à une opération de type subversif et complotiste contre l'autorité établie malienne. En réalité, s'il y a aide de la communauté internationale en territoire étranger, en l'occurrence le Mali ici, le gouvernement hôte ne choisit pas en général des partisans occidentaux, mais des gens dont ils pensent au minimum que leur neutralité sera solide. Quand il s'agit d'une mission de maintien de la paix, que Bamako ait envie de ne pas avoir en face de lui un haut fonctionnaire onusien qu'il considère à tort ou à raison comme hostile, honnêtement, Bachir, ça se comprend. D'ailleurs, ce n'est pas un secret pour personne que les états-majors de ces opérations de maintien de la paix, dont la MINUSMA fait partie, traduit le relatif machiavélisme de la pensée stratégique franco-occidentale en Afrique noire, que l'on peut attribuer à un faisceau de causes dont certains ont été déjà développés ici, c'est-à-dire l'extractivisme colonial qui va donc se dissimuler sous le masque de ces maintiens de la paix et se révélant dans bien des cas n'être qu'un leurre. Et naturellement, un Mali qui se veut souverain et patriote ne peut que s'opposer au renouvellement du mandat de cette MINUSMA. Alors pour finir, je finis là-dessus. Dans l'idéal, ce serait mieux que Bamako mette fin au mandat de la MINUSMA, puisque la MINUSMA, sous la houlette de l'état-major occidental, n'a cessé d'être une entrave à la reconstruction sécuritaire et militaire du Mali. Merci, belle fin d'émission. À demain, ciao. Allez, merci à vous également, Lamine Diop. Alors, Ken me fait savoir qu'on peut donner 1 minute à Madame Alice Kouassi et lui, il parlera en 1 minute, c'est pas grave. Donc, donnons la parole d'abord à Madame Alice Kouassi de France. Dame Alice, bonsoir. Bonsoir Bachir, bonsoir tout le monde. Merci bien. Alors, je salue tout le monde, comme d'habitude. Et je voudrais savoir si le président Assimi Goïta, est-ce qu'il est au courant de ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire avec ces histoires de MINUSMA et l'ONUCI, tout ça. Il faut qu'il se rappelle de ce que les Ivoiriens ont vécu en Côte d'Ivoire, ce que le président Laurent Gbagbo avait vécu en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'il rigole avec ces gens-là. Si Assimi Goïta veut préserver le Malien contre toutes ces agressions, qu'il se rappelle de ce que les Ivoiriens
ont vécu en Côte d'Ivoire et précisément le président Laurent Gbagbo. Parce que ces gens-là, ce sont des vipères. Ils viennent, ils creusent un peu, ils mettent leur nez partout et puis où tu t'attends pas à eux, puis ils te tapent fort même. Donc, il va falloir qu'ils fassent vraiment attention avec ces gens. Il a très bien fait de renvoyer le porte-parole de la MINUSMA. Il a très bien fait. J'espère qu'il est parti, ce mec-là. Franchement, j'espère qu'il est parti. Et qu'il préserve les Maliens. Il ne faudrait pas qu'ils se laissent faire. Les 49 militaires qui sont aujourd'hui arrêtés au Mali, il ne faudrait pas qu'ils les libèrent. Il ne faudrait pas qu'ils les libèrent. Parce que s'ils les libèrent, c'est Alassane Dramane Ouattara qui sera victorieux dans cette affaire. Et il se permet de dire que c'est le Malien qui lui demande pardon. Franchement, on marche sur la tête. Ce sont les Maliens qui vont lui demander pardon, c'est-à-dire que lui, il est supérieur au gouvernement malien. Lui, il va attaquer le Mali et ce sont les Maliens qui vont lui demander pardon. En tout cas, votre message... C'est là on croit que ce mec-là, c'est pas la peine. Merci. Donc, il dit que c'est bon, je vais pas dire ce mot puisque si je dis menteur, Achille va m'arrêter. Donc, je vais pas dire ça. Non, je vais pas arrêter pour ça, mais je vais arrêter juste par rapport au temps qui nous tient à la gauche. Merci en tout cas, Dame Alice. On reviendra sur ce sujet certainement dans les prochaines éditions. Et on avait promis 1 minute à Ken qui est resté en attente. Eh bien, Ken du Cameroun, c'est à vous la parole, cher ami. Bonsoir frère Bachir, idem à tes invités, Issa Diawara et Jonathan Batengene. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Le gouvernement d'Assimi Goïta se montre suffisamment rigoureux dans sa mission régalienne de sécurisation et de reconstruction du Mali. Ce gouvernement ne fait pas de la diplomatie plus qu'il n'en faut, notamment à l'égard de toute organisation étrangère sur le territoire malien qui se révèle un obstacle à la stabilité du Mali, comme c'est le cas depuis un certain moment déjà et depuis toujours avec la mission onusienne, la MINUSMA. Autrement dit, avec des hommes comme Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, Abdoulaye Diop, entre autres, on comprend que quand il faille se battre pour sa patrie, on ne mâche pas les mots face à toute présence exogène qui est nocive à la stabilité, à la sérénité et à la survie de notre patrie. Voilà, je m'arrête ici. Merci. Merci à vous également, cher Ken, d'avoir été très bref, Jonathan Batengene. Au moment de rendre l'antenne, une information, me dites-vous? Oui, une information. Actuellement, cette information est liée à celle qui vient que nous avons commentée. Oui. Il y a des soldats ghanéens qui sont en train d'entrer sur le territoire du Mali et qui comptent travailler dans les sociétés de sécurité privées au Mali. Et leur objectif véritable, c'est de perpétrer le coup qui a échoué avec les soldats ivoiriens. Donc, il faut que les autorités maliennes redouble de vigilance avec toutes les sociétés de sécurité privées à Bamako et partout au Mali, parce que c'est par là que le prochain coup risque d'arriver. Très bien. Merci en tout cas pour ces infos. On va essayer de recouper tout cela. Merci à Issa Diawara et à toute l'équipe de production ce soir encore, à tous nos téléspectateurs, nombreux étaient-ils, pour suivre cette autre édition. Et nous nous retrouverons certainement demain à la même heure pour le même programme. D'ici là, ne zappez pas puisque dans quelques minutes seulement vous retrouverez Bégoudé Madone pour le grand journal de Foyou. Bonne suite des programmes.